L'or est la chair des dieux, la sueur du soleil, la puissance du roi. Paré d'une aura merveilleuse, il a partout provoqué des actions éclatantes et il n'a jamais cessé d'inspirer des œuvres sublimes. Découvrez l'incroyable épopée de l'or, la nouvelle saison de La Voix des bijoux, un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Lo From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Divorcer en rentrant de tour du monde et rebondir tel un phénix en vivant sa vie rêvée. C'est l'histoire de mon invité du jour sur le podcast. Marion Brousse était une femme ambitieuse, mais qui n'écoutait pas toujours ses envies au profit de sa famille. Elle était la mère disponible et aimante, elle gérait la vie de famille parfaitement, ses ambitions personnelles étaient reléguées au second plan. Un beau jour, elle décide de partir en tour du monde avec ses enfants, son mari, mais en rentrant, ce dernier demande le divorce après 20 ans de vie commune. Alors qu'il venait de construire une maison, qu'elle était dépendante financièrement et qu'elle se voyait finir sa vie avec lui au bord de la mer. C'est le coup de massue. Elle fait une grosse dépression. Marion met 1 an à se reconstruire et dessiner les contours de son futur projet professionnel. Elle crée la méthode Envie qui aide les femmes à définir une vie qui leur ressemble et qui leur donne envie, afin que chacune puisse trouver l'épanouissement personnel et professionnel. Si je tire une leçon de cet épisode, c'est que nous devons toujours écouter notre petite voix et ne pas nous sacrifier pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Belle écoute. Bonjour Marion. Bonjour Laura. Comment vas-tu ? Ça va bien, écoute. Un petit peu stressée, mais ça va. Ça va le faire. T'inquiète pas, ça va le faire. Ton histoire, en plus, est hyper inspirante. Est-ce que tu peux te présenter de la façon la plus simple possible pour qu'on te découvre un petit peu mieux ? D'abord, je dirais avant tout que je suis une femme. Tu verras que c'est un mot qui revient, qui est très important dans mon parcours. Je suis plutôt une grande idéaliste, assez hypersensible, donc j'ai beaucoup de rêves, des rêves plein la tête. J'ai 42 ans, depuis peu, là d'ailleurs, depuis quelques jours. Je suis maman de 3 enfants qui ont entre 7 et 13 ans, 2 garçons et une fille. Et puis là, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis séparée de leur papa. Donc, je découvre aussi, je suis en train de réinventer un peu ma maternité autour de la fameuse garde alternée, qui est une bonne chose. Enfin, on en parlera peut-être après. Je suis une grande aussi, je pratique beaucoup de yoga, méditation. Je fais pas mal de running pour me défouler de cette tête qui fonctionne parfois un peu trop d'ailleurs. Et après, je suis aussi une grande amoureuse de l'océan. Donc, je vais beaucoup au bord de la mer. Je fais tous les sports d'eau, ça me passionne, ça me ressource. Je pourrais te dire aussi que mon grand moteur à moi, ce qui me fait avancer dans la vie, c'est l'engagement. Contribuer à plus d'harmonie dans le monde, ça c'est vraiment ça. Sans quoi je crois, c'est que ça devra passer par plus d'égalité entre les hommes et les femmes. En tout cas plus d'équilibre entre les énergies masculines et féminines, si on veut plutôt, et aussi par le fait que chacune trouve sa place. Je crois que si on se sent à sa place, on rayonne plus positivement et on impactera forcément plus positivement le monde.
Et de par mon parcours à moi, je pense que ça passe par à la fois faire un parcours de connaissances personnelles, quoi. Il faut qu'on se connaisse pour savoir où est-ce qu'on va aller, qu'on apprenne à interagir les uns avec les autres, d'avoir des qualités relationnelles, et c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, j'ai l'impression. C'est ce qui a fait en tout cas que j'ai voulu me lancer dans l'accompagnement des femmes. Et j'ai aussi j'ai découvert de par la suite à mon divorce notamment, tous les accompagnements psy que j'ai fait, mais je vous raconterai peut-être après. On m'a diagnostiqué un peu là, du coup tardivement, une personnalité assez intense et hypersensible. Et donc c'est aussi quelque chose qui à la fois a mis des mots sur une façon que j'avais de me voir qui n'était pas évidente. Et donc c'est un trait de ma personnalité qui est à la fois génial parce qu'il y a des côtés très up. Et dans ces cas-là, quand je suis up, je suis hyper moteur sur plein de sujets, j'ai des projets plein la tête. Enfin, je suis en foufelle dans tous les sens et c'est plutôt dans une énergie très liberté. Et par contre, quand je suis dans le côté down, c'est beaucoup d'angoisse, c'est pas de confiance en soi, du coup c'est très freinant, très limitant, quoi. Donc j'ai vraiment les deux, quoi. J'ai pas le juste milieu, j'ai soit l'un, soit l'autre. Je pense que tu es l'invitée parfaite pour le podcast parce que justement, moi, je milite pour la connaissance de nous-mêmes, pour avancer dans la vie, réaliser nos projets les plus fous, réaliser nos rêves. Et justement, en général, moi, j'ai la conviction très forte que quand on va justement dans la connaissance de nous, c'est parce qu'on a vécu des aléas, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs, qui nous obligent, on va dire, à aller vers soi, à trouver ce qui est bon pour nous et à trouver justement, tu l'as extrêmement bien dit, notre place dans la société. Moi, c'est également à la suite d'Aléa qu'aujourd'hui je tiens ce podcast avec conviction, avec passion et que je vais toujours plus loin. Toi justement, Marion, tu vis un premier Aléa qui te fait tourner vers le développement personnel et lancer le Curiosity Club, une association justement, tu l'as dit très bien, qui agit pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que tu peux me raconter ? Oui, carrément. Ça, c'est l'aventure Curiosity Club, elle est top parce que c'est ce qui m'a mis un pied dans la sororité. Le Curiosity Club, c'est un organisme qui est engagé pour l'égalité homme-femme et il y a tout un réseau de clubs un peu partout en France. Et nous, les clubs, en fait, on organise des talks. Et l'aventure, elle a commencé il y a 7 ans, donc l'année où finalement, moi, j'ai donné naissance à Joy, qui est ma dernière. Et c'est parti dans ma première vie, j'ai bossé en agence. Et c'est vrai que c'était une aventure pro qui était top parce qu'on était pareil dans un univers hyper sympa. Donc c'était dans la pub, il y avait beaucoup de nanas, on était très amis. Et puis après, chacune était partie un peu bosser ailleurs. Dans une de nos soirées d'anciennes collègues où on se regroupait toujours entre filles, un jour, il y en a une qui a dit « Tiens, ce serait top qu'on remonte un projet comme ça tout ensemble, on s'entendait tellement bien, etc. » Et puis moi, je leur ai dit « Bah tiens, j'ai une idée, j'ai ma cousine, donc c'est ma cousine Margot Hammer qui avait fondé le Curiosity Club à Paris. Et c'est parti comme ça, en fait. On s'est dit, ah bah carrément, allons-y. On était d'abord 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Donc là, on est 6 dans l'équipe. Et on s'est dit, tiens, on va monter le club lillois du Curiosity Club. C'est là que j'ai découvert et la sororité et la réalisation de soi, en fait. Nous, on donne la parole à des femmes qui se sont réalisées, qui ont les yeux qui brillent, qui ont, à un moment donné, osé. Soit c'était des vocations, soit c'était des reconversions. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. Leur parcours est top, ce qu'elles vivent est top. Et puis, ça m'a aussi surtout fait rendre compte, par contre, que beaucoup de femmes, malgré le fait qu'elles avaient l'air d'être en haut de l'affiche ou qu'elles font des passions, qu'elles se sont réalisées, c'était pas si évident que ça. Enfin, il y a eu un parcours, il y a eu des questionnements, il y a toujours il y a souvent eu un syndrome de l'imposteur. Et en fait, c'est là que je me suis dit que j'ai été hyper touchée par la vulnérabilité derrière ces femmes qui, d'apparence, on pourrait se dire, elles se sont trouvées, elles ont causé la casse et tout, c'est facile. Il y a eu beaucoup de vulnérabilité, ça m'a vachement touchée. Et puis moi qui étais à l'époque, j'avais arrêté de bosser, je donnais naissance donc à mon 3e enfant, je savais qu'il n'y en aurait pas 4. Et donc je me disais, bon, tu vois, qu'est-ce que tu veux donner aussi comme image à tes enfants ? Le fait que ce soit une fille aussi, de me dire, du coup, en tant que femme, est-ce que c'est ça, maman, elle travaille pas, c'est quoi ? Enfin, ça m'a questionné sur tous ces messages-là, en fait. Et quand il disait que je travaillais pas, ça m'embêtait parce que moi, j'avais l'impression d'être dans plein de projets. Et en même temps, c'est pas valorisé. Donc, aux yeux des enfants, j'étais à la maison, quoi. De par tous ces témoignages auxquels j'ai eu accès, moi, c'est un autre message que j'ai envie de donner à mes enfants et surtout à ma fille, en fait. J'ai découvert tout cet univers, les lectures féministes et tout. Et je me suis dit, ah ouais, on est quand même un peu blessés par tout ça en tant que femme. Et donc, qu'est-ce que je veux transmettre à ma fille ? Et qu'est-ce que je veux transmettre à mes fils aussi pour qu'ils ne deviennent pas... qu'ils soient différents. Je pense que leur relation aux femmes soit différente, qu'ils véhiculent pas forcément ces messages-là. Et c'est pas évident parce que... Ouais, c'est pas évident. Dès tout petits, ils sont déjà vachement genrés, en fait. Ouais, complètement. Qui disait que tu ne travaillais pas ? Parce que tu dis « il ». Mes fils, les enfants. Tu sais, à l'école, maman, elle fait quoi ? Papa, il fait quoi ? En tout cas, jusqu'alors, avant le Curiosity Club, maman, elle était à la maison. Parce que moi, j'ai arrêté de bosser. Mon aîné, il avait 3 ans. Et donc, le deuxième, il m'a toujours connu plus ou moins sans bosser.
Ouais. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé ce projet, je me souviens que j'étais assez fière parce que une fois, le deuxième avait dit je me sais plus, on déposait un de ses copains. Et puis il a dit à son copain, ah bah tu sais, ce soir ma maman elle va parler devant 100 personnes. Wow. Parce que moi je fais l'ouverture à chaque fois, tu sais, bonjour, bienvenue, etc. Et du coup je me dis ah bah c'est cool, tu vois, pour eux je fais quelque chose, tu vois, même si je suis pas, même si c'était pas rémunérateur à l'époque, je me suis dit au moins ils ont déjà ça à raconter à l'école, quoi. Et donc ils ont vu aussi que je m'étais emballée je me suis emballée dans un projet et que ça me faisait du bien. Bien sûr. Et puis rappelons que de toute façon, moi j'ai la conviction que quel que soit le projet qu'on porte, et au début c'est souvent des side projects qui ne nous rémunèrent pas forcément, ça peut devenir justement un tremplin pour aller vers quelque chose d'autre, de plus grand, et pour se construire justement une carrière. Et toi, ça a été ton cas, puisque justement tu te lances en tant qu'indépendante pour Brix, à la suite d'un aléa que j'ai envie que tu me racontes, qui a été assez impactant, on va dire, dans ta vie. Un tour du monde suivi d'un divorce. Oui, en effet, peut-être que je te remonte un peu en arrière, mais Vas-y, ouais. Donc en fait, moi j'étais avec Thomas, j'ai été mariée, mon couple avec Thomas pendant 20 ans, qui est le père des 3 enfants. Donc on s'est connus, on avait 20 ans, donc assez jeune, hein, clairement. Pour le coup, moi j'ai toujours eu des rêves, j'ai toujours eu plein de rêves dans la tête, mes grands rêves étant de partir à l'étranger, de voyager et de m'expatrier notamment. Pendant mes études, j'ai fait des stages à l'étranger, j'ai fait ma dernière année au Canada. J'ai toujours été amoureuse et fantasmé un peu l'espèce d'American Dream. Mais par contre, moi, quand j'avais 20 ans, j'étais un peu paumée. Je ne savais pas forcément qui j'étais, ce que je voulais faire, etc. Je n'avais pas du tout fait ce parcours. Je n'ai pas été éduquée comme ça. Et Thomas, lui, c'était quelqu'un de très déterminé, qui a été élevé justement avec cette philosophie de vie il faut faire ce qu'on aime dans la vie, des métiers passion. Ses parents l'a élevé comme ça, avec sa sœur. Ils sont médecins d'ailleurs. Donc des métiers de vocation. Et donc lui, il avait cette idée-là, très déterminée, et donc il s'est lancé vachement dans sa vie pro. J'ai un peu parfois laissé mes envies de côté, mais souvent dans notre construction de couple, revenait cette demande de ma part de dire je veux voyager, je voudrais qu'on s'expatrie. J'avais toujours plein d'envies, mais je lui demandais un peu à lui, mais malgré tout, de réaliser mes envies, tu vois. Et finalement, on s'est décidé, je sais plus combien, à un moment donné, on s'est décidé, on était à Londres, et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on veut faire un 3e enfant ou pas ? Oui, non. Oui, en l'occurrence. Mais on aimerait aussi voyager. Donc, on s'est dit, on fait un 3e enfant. Et quand on a le 3e enfant, on partira 1 an autour du monde. Joy est née. Et quand Joy est née, on savait que 3 ans après, on partirait en tour du monde. Donc, on a préparé le projet. Lui, il avait créé sa boîte. Donc, il a fait en sorte de préparer son départ. Et puis, on s'était prévu un départ en 2020. Covid est arrivé. On s'est fait confiner en mars. Nous, on devait partir en août. On est quand même partis. On voulait pas lâcher notre projet. On vendait la maison, on vendait tout en fait. On liquidait tout. La maison, les voitures, les machins. On s'est dit tant pis, on recule pas. Au pire, on fera un tour de France. Enfin, on fera quelque chose, une année sabbatique. Finalement, on a pu partir parce que notre première étape était la Polynésie. Donc, c'est un peu la France. Et que les frontières se sont réouvertes au moment de l'été. Donc, on est parti à 5. On avait préparé tout un tour, mais forcément, on a il y a eu plein d'aléas. On a dû tout réajuster, parce que confinement sur confinement, les pays étaient fermés, donc on s'est plutôt adapté aux ouvertures de pays. C'était une chouette aventure au demeurant en termes de voyage. Après, on s'est retrouvés à 5, les uns sur les autres, ce qui n'est pas du tout notre mode de... On était plutôt assez libres, Thomas et moi, assez dans sa vie, chacun de son côté. Moi, mes copines, lui, ses copains. En semaine, on était comme ça, on se retrouvait les week-ends. On avait des conditions de vie assez sympas, hyper agréables, des grandes maisons, donc très libres, c'était hyper chouette. Là, on s'est retrouvés à 5, les uns sur les autres. Et en fait, ça a mis en exergue plein de tensions, je pense, qui existaient dans notre famille, dans notre système familial, dont on n'avait pas toujours bien conscience. Déjà, le Covid avait fait émerger 2-3 trucs. Du coup, ça n'a pas été évident parce qu'il y a eu pas mal de tensions entre lui et notre fils aîné. Et moi, j'intervenais, en fait. J'intervenais. Je pense que c'est pas du tout médiateur, la même chose, quoi. Ouais, j'ai essayé de me mettre au milieu. Donc, ça a soulevé quand même pas mal de tensions entre eux, entre lui et moi. Et quand on est rentré, c'est vrai que moi, je lui ai dit, ça va pas, quoi. Ça va pas. C'est pas ce que je voulais. Il y a trop de tensions, trop de colère. Il faut qu'on se fasse accompagner parce qu'on va aller dans le mur, en fait, on va péter. Et il a été d'accord pour qu'on fasse une thérapie de couple. Donc, on s'est lancé en rentrant de tour du monde en thérapie de couple direct. Et puis, ça nous a aidés. En fait, ça nous a aidés parce que, franchement, pour le coup, je recommande vachement de faire ça. Faire une thérapie de couple, ça nous a permis déjà d'avoir un dialogue. Alors, lui et moi, on a quand même une facilité à parler. Moi, je suis toujours été dans le partage des émotions, on dit ce qu'on ressent. Donc,
on s'est toujours parlé, mais bon, à un moment donné, chacun est un peu dans ses positions et ses croyances. Clairement, avec un psy, ça débloque des trucs, puis elle te met face à tes responsabilités. Et puis il y a quelqu'un en face de toi, exactement, qui est médiateur pour le coup et qui fait prendre conscience à l'autre que parfois il pêche dans un domaine, quoi. Ouais, c'est ça. Puis elle te fait les liens, et puis elle te confronte. Quand moi, même, c'est drôle parce que, en fait, quand tu m'as contactée, nous, on a à peu près la même histoire, sauf que j'ai pas divorcé. Mais moi, je me suis expatriée 3 ans. Je suis revenue de Dubaï l'année dernière. On est resté 3 ans là-bas. Pareil, on est parti en plein confinement. Et voilà, je crois que je l'ai jamais dit publiquement, mais on a passé l'année en thérapie de couple parce que, en fait, ça me parle exactement ce que tu dis, parce que une expatriation, c'est souvent à 2 vitesses. Il y en a un des deux qui travaille, il y a l'autre qui suit. Ça met en valeur énormément de dysfonctionnement, énormément de frustration. Et donc, en fait, on se retrouve et on revient et on a beaucoup de choses, de rancœur et de choses à régler. Oui, c'est clair. C'est évident. Et là, en fait, tu te rends compte que c'est pas le tour du monde, le problème. C'est plein de rancœur accumulée, plein de trucs, quoi. Ouais. Mais ça nous a fait du bien. Moi, pour le coup, je dirais à tout le monde... Enfin, je pense que nous, on est arrivés presque trop tard, tu vois. On est arrivé trop tard, c'était peut-être déjà trop fatigué. Enfin, et finalement, Thomas a rencontré quelqu'un, ce qui fait que ça a été pour le coup un accélérateur du truc. Et donc très vite, il m'a dit je veux qu'on se sépare. Enfin, il m'a demandé le divorce. Ça, pour le coup, je t'ai vu que je l'avais pas du tout vu venir. Mais attends, juste pour préciser, juste. Donc vous étiez en fin de thérapie de couple, ça allait quand même mieux, ça vous a fait du bien? Je sais pas si ça nous a fait du bien parce que on arrivait quand même à se dire des choses, je pense, à comprendre des choses. Tu vois, ça nous a fait du bien dans notre compréhension de où est-ce que l'autre souffrait, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'on n'arrivait pas à s'apporter. Enfin, ça nous a fait du bien, je pense, d'arriver à exprimer, tu vois, des choses, de se dire, en fait, ça et ça me frustre. Ok, ça je savais pas. Enfin, de comprendre, tu vois, et de faire les liens avec notre enfance, peut-être, ou des choses comme ça. Pour autant. Et là, je prends ma part. Je pense que la psy me disait souvent, vous dites toujours oui, mais vous ne mettez pas en place. Moi, j'enclenchais pas les changements, tu vois. Et au fond de moi, il y avait une espèce de rébellion. Là-dessus, moi, là où j'ai jamais, je sais pas que j'ai pas adhéré, c'est que moi, j'étais toujours dans le truc de vous traitez la forme et moi, je veux qu'on parle du fond. C'est-à-dire que moi, ma position, c'était en fait, la seule chose qui compte, c'est est-ce qu'on s'aime ou pas. Et ça me faisait chier de parler de tu fermes pas les placards. Enfin, on parlait toujours de petites situations anecdotiques du quotidien. Là, tu mets pas dans la vaisselle, je sais pas quoi. Bon, après, on tirait des fils, tu vois. Mais à la fin, j'avais envie de dire à la meuf, mais en fait, demandez-nous si. Enfin, le sujet principal pour moi, c'est est-ce qu'on s'aime encore ou pas. Et donc ça me frustrait un peu. Donc finalement, j'avais pas cette réponse-là Mais je pense que c'est ça aussi qui a été difficile, c'est que tu te rends compte au fur et à mesure qu'en fait, il y a peut-être plus autant de sentiments que t'aimerais. Et ça, c'est dur. Et ça, je pense que c'est des prises de conscience. Et je crois que moi, en fait, j'étais venue en thérapie en me disant, elle va lui faire comprendre que je suis quelqu'un de bien, qu'il faut qu'il m'aime. Enfin, je pense que j'étais dans un déni où je me suis jamais dit ça va se terminer, parce que je pense que c'était trop un choc pour moi. Mais j'avais cette intention derrière de me dire, grâce à elle, lui, il va me réaimer, un truc comme ça. Il va redevenir ce que j'aimerais qu'il soit. Bon, bien évidemment, ça n'a pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, ouais, je pense ça nous faisait du bien et en même temps, ça n'avançait pas des masses. Mais on était dans une période de vie aussi où on était on venait de faire construire une nouvelle maison, on rentrait de tour du monde. Enfin, jamais je pensais qu'on allait se séparer. Je me disais juste, on est un peu dans la merde là, tu vois. Mais lui a rencontré quelqu'un, donc à partir de là, c'est tout. Ça a accéléré la séparation, clairement. Ça n'a même pas accéléré, ça a mis fin à l'histoire, quoi. Et est-ce que le sujet tu penses, de la séparation, c'était peut-être ce rapport où toi, justement, tu travaillais pas et tu le suivais, on va dire, un petit peu dans ses projets, et lui, du coup, était entre gros guillemets en position de force par rapport à ça, ou ça n'avait pas du tout à voir avec ça? Je crois pas que ça avait à voir... Enfin, je dirais pas que ça a sûrement eu une conséquence. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été le fait qu'on soit mis comme ça, quand je me suis arrêtée de bosser et tout, ça a toujours été mes choix, ça. C'est moi qui ai voulu. Thomas, il a jamais... il n'était pas en ce sens. D'ailleurs, souvent, il disait c'est pas une bonne chose, parce qu'il voyait bien que j'avais des espèces de frustration, de quête de sens et d'envie. Donc ça n'a... Mais le fait qu'on se retrouve comme ça, que moi, je me retrouve en dépendance vis-à-vis de lui, bien évidemment, je pense que ça a eu un impact sur notre relation. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que malgré tout, moi, je me suis retrouvée en situation de dépendance et affective et financière,
qui fait que si même j'aurais eu à un moment donné des idées de me dire peut-être que la solution ce serait de partir parce que j'étais frustrée, j'avais plein de frustrations, je me sentais pas toujours heureuse dans mon couple. Et en même temps, je me disais, bon, tu peux pas te plaindre, on avait une situation hyper sympa, la bonne santé, des enfants, des machins, des trucs. Bon. Et jamais je me serais autorisée à me dire peut-être qu'il faut partir, puisque j'avais une grosse dépendance quand même de mon côté, en fait. Et ça, je pense que ça joue dans les liens, dans les rapports. Il y a des moments, tu te tais un peu, tu prends sur toi en te disant, je suis un peu coincée, en fait. Et toi, le fait de retravailler à ce moment-là, même quand vous êtes rentrée, tu l'envisageais pas? Si, j'en avais envie, ça j'en avais envie, parce que moi je m'étais dit, une fois que les enfants sont finis et qu'on aura fait le tour du monde, ça y est, là il faut que je me relance, j'ai envie de me relancer dans des activités et tout. Je me disais pas au départ, il faut que ce soit forcément rémunérateur, mais en tout cas, je me disais, il faut que j'ai des projets. Je voulais rééquilibrer ça, et ne pas toujours être celle qui gère tout, et du coup, t'as jamais de temps pour toi, toujours limité avec les écoles, les machins, les trucs. Donc c'est ce que je voulais, c'était certain, ça par contre, pour le coup. J'étais partie en tour du monde, moi, avec des idées très précises. Et même, pour te dire, pendant le tour du monde, on s'était pris à un moment donné 3 jours au Brésil, à Sao Paulo. On s'était mis dans un club med en se disant, là, on va mettre les enfants au Kids Club, parce que mine de rien, t'as tes enfants tout le temps, t'as jamais de temps pour toi. Et nous, on s'était dit, on aura du temps pour nous. Et moi, à ce moment-là, j'ai pris du temps pour me poser sur mes projets, mes envies au retour en France. Et j'ai eu comme une espèce de journée un peu de fulgurance, tu vois, où j'ai vraiment écrit tout mon manifeste, ma vision personnelle, qui je suis dans 5 ans, ce que je veux faire, etc., avec le principe de la loi d'attraction. Et j'ai vraiment écrit tout ça, et donc j'étais hyper au clair sur quand je rentre, va être quoi mes premiers petits pas et ce vers quoi j'ai envie d'aller, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs en rentrant. J'ai enclenché tout de suite en rentrant, en me disant garde un peu cette good vibes, parce que quelque part, quand t'es loin, t'as plus confiance. Enfin, il y a une espèce de liberté. Oui. Ah, je suis tellement d'accord. Tu oses plus quand tu es loin. Tu as plus d'audace parce que tu as l'impression que tu es moins impacté par le regard des autres. Puis tu es aussi en relation avec d'autres cultures qui sont parfois plus entreprenantes. Et du coup, ça s'accélère hein, puisque tu as cet aléa. Ton mari demande le divorce. Comment ça se passe, ce cataclysme ? On peut l'appeler comme ça. Et ensuite, justement, quelles sont les premières étapes que tu mets en place pour aller vers ce programme BRICS et qui va ensuite faire naître ta propre méthode d'accompagnement ? Ouais, ça a été un énorme choc. Ça a été un énorme choc. Je me souviens encore de la date, je me souviens exactement de comment ça s'est passé ce matin-là, etc. Donc c'est sûr que ça a été un gros choc émotionnel, en fait, clairement, parce que je m'y attendais pas du tout. Par contre, je pense que très vite, j'ai su que qu'il était sûr de lui. Enfin, je le connais, hein. Donc j'ai tout de suite su que c'était à peu près sûr et qu'il n'y aurait pas de point de non-retour, qu'on n'allait pas rentrer dans un espèce de truc, on essaye, on repart, enfin, je sais pas quoi, tu vois. Enfin, on a eu une espèce de latence de 15 jours où on s'est peut-être dit, on va réessayer, puis ça, bon, j'ai vite vu que je l'avais perdu, que c'était tout. Et paradoxalement, moi, au fond de moi, j'ai très vite su aussi que c'était une bonne chose, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai choc parce que j'avais hyper peur de l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir ? Est-ce que je vais m'en sortir ? Etc., etc. Mais par contre, au fond, je pense que par rapport à émotionnellement et tout, j'ai su que c'était la bonne chose. Et même mon corps a vraiment parlé parce Oku, O-K-O-O, c'est l'application jeunesse de France Télévisions avec des émissions, des séries, des dessins animés et des podcasts. Oku, c'est sécurisé, c'est gratuit et c'est sans pub. Alors cet été, l'application de vos enfants entre 3 et 12 ans, c'est Oku à emporter partout. Parce que ça faisait à peu près 5-6 ans maintenant que j'avais des problèmes de dos. Je me levais le matin, j'avais mal, il fallait que je prenne du temps pour me... Bref, j'ai cherché plein de fois, j'ai fait de l'ostéo, des séances de kiné, plein de trucs. Et je crois que quelques jours après le fait que Thomas m'ait annoncé ça, la douleur, elle est partie. Et elle n'est plus jamais revenue, tu vois. J'ai plus mal au dos, là, d'ailleurs. Et ça, je me suis dit au fond de moi, tu vois, c'est une espèce de validation du fait que ce soit la bonne chose. Donc ça, je l'ai tout de suite su, que c'était la bonne chose. Après, bien évidemment, j'ai été envahie de peur et de me dire, mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, qu'est-ce que ça va être ma vie, etc., les enfants, les machins. Et après, en fait, nous, ça a été assez vite. Ça a été vite parce que lui, c'est quelqu'un de déterminé, donc action-réaction. Et après aussi parce que, pareil, moi, j'ai besoin d'avancer, tu vois, et j'avais besoin d'avancer. Le fait qu'il y ait déjà un peu quelqu'un d'autre dans sa vie, j'avais pas non plus envie de rester trop longtemps à côté de lui. Donc, il a été cool parce qu'il m'a pris
fait, on m'a loué une maison. 2 mois après, j'avais une maison en location meublée. Donc, je suis partie 2 mois. Et on a commencé la garde alternée à ce moment-là, tout de suite. On l'a annoncé aux enfants un 11 novembre, je me souviens. Un 11 novembre, on l'a annoncé aux enfants, on les a convoqués. Alors, on avait écouté les podcasts de, je sais plus comment elle s'appelle, Goldman. Caroline Goldman. C'était intéressant. Enfin, en tout cas, on leur a présenté le truc sur un schéma positif, de dire... Voilà, en gros, ce qui est le plus important dans la vie, c'est de s'aimer et d'être heureux. Nous, on s'aime plus assez pour être heureux ensemble et donc on sera plus heureux en famille. Donc, c'est une bonne nouvelle. Papa et maman se séparent pour le bonheur de tous. Bon, ça, c'était un peu ce qu'on leur a vendu. Donc, sur le coup, il y a eu un choc et puis finalement, ils sont passés un peu à autre chose. On a même été se promener tous ensemble. Enfin, bon, je pense qu'on était un peu dans un délire, tu vois. Et du coup, les enfants, ils ont suivi comme ils ont pu. On a tout de suite... donc, voilà, je te disais, j'ai pris un appart. Enfin, pas un appart, une maison. La garde alternée a commencé tout de suite. Et après, j'ai été hyper entourée. Enfin, ce qui m'a aidée, moi, j'ai été hyper entourée par mes copines. Là, donc, dans mon truc de sororité, pour le coup, j'ai un bon réseau de copines, de femmes sur lequel j'ai vraiment pu compter. Ce qui m'a aidée, c'est mon mindset aussi, je pense. Enfin, c'est l'idée de se dire que j'étais convaincue que c'était une bonne chose. Et comme je te dis, moi, je fonctionne, j'ai besoin d'intensité et je fonctionne à l'avenir. Tu vois, il faut que j'ai un avenir qui me donne envie. Je suis tout le temps en train de me projeter. Il faut que j'ai plein de kiff. Ce qui me tient encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est l'idée de me dire t'as une page blanche et c'est hyper excitant parce que tu peux écrire une nouvelle vie en fait, et que tout ce que tu trouverais frustrant dans la vie d'avant, même s'il y avait un confort matériel et financier qui était top, tout ça tu peux le changer, il y a plein de choses, et donc ça c'est ce qui aujourd'hui m'anime encore, tu vois. C'est de me dire je peux faire ci, je peux faire ça, je vais pouvoir je sais pas, vivre une nouvelle histoire d'amour, je vais pouvoir peut-être vivre à l'étranger comme j'ai toujours voulu, avoir ma maison face à la mer, enfin. Je tiens parce que j'ai plein de rêves et plein d'envies et que je me dis, là, c'est possible. Là où avant, je me disais, il y a quelque chose je pourrais pas faire ce que je veux parce qu'on était 2, il y avait les rêves de chacun. Donc c'est ça qui m'aide. Et après, de manière pratico-pratique, je me suis fait accompagner par le corps médical. J'avais une psy, donc qui a continué à me suivre. J'en ai pris une deuxième... plus pour le côté trauma, personnalité HP et tout, qui m'aide aussi pas mal. Plus naturopathe, plus acupuncture, j'ai aussi pris ma santé en fait en main. J'avais bien conscience qu'il faut prendre soin de sa santé mentale et aussi sa santé physique. Donc j'avais mes psys, mes machins, mes trucs pour m'aider dans mon mental. Je prenais aussi tout un tas de compléments alimentaires et autres pour gérer tout le stress et toute la cortisol. Je pense que je sécrétais en trop. Et puis j'essayais de marcher, de sortir, Et après, j'ai aussi osé demander de l'aide, ce qui n'est pas forcément ma façon de faire. Autant je suis assez moteur pour organiser des soirées, des dîners, des sorties, des machins. Autant pour moi, demander à ce qu'on m'aide parce que je suis en galère, c'est plus difficile. Mais là, je l'ai fait. Là, pour le coup, je l'ai fait. Je demandais à des copines pour aller marcher, pour sortir, pour prendre l'air, ou je téléphonais en pleurs. Et ça, je me suis autorisée à le faire, tu vois, ce que je faisais pas naturellement. Bon, et ça, petit à petit, ça m'a... ça m'a aidé ça m'a aidé à traverser le choc émotionnel, en fait, clairement. À te reconstruire et à te recentrer sur toi et à voir le positif. Et c'est ce que je trouve génial quand on t'écoute, c'est que finalement comme si tu chassais en fait tout le négatif et par le positif et l'avenir et ce qui allait pouvoir être encore meilleur. Et le retour au travail, comment ça se passe? Parce que ça faisait quelques années justement que tu travaillais plus. Nous, les femmes, on a un gros syndrome de l'imposteur que les hommes connaissent à peine. On peut manquer de confiance. Justement, ça faisait en plus quelques années du coup que tu n'étais plus sur le marché du travail. Donc, comment ça se passe pour toi à ce niveau-là? Je voulais juste, je voudrais pas faire croire que ça a été facile. Enfin, le fait que j'ai un mindset optimiste et positif, clairement, ça m'a permis d'aller de l'avant. Par contre, je me suis quand même écroulée. J'ai pris un traitement. Ça a été dur, quoi. J'aurais pas laissé penser que... Il y a eu toute une période un peu dépression et que j'ai remonté, sûrement grâce à mon mindset et à tout ce que j'ai mis en place, mais j'ai quand même à un moment donné touché le fond. Ok, ça a duré combien de temps cette période où justement tu as touché le fond et après tu as réussi à remonter la pente doucement? En fait, sur le coup, je pense que j'ai tenu parce que je me suis dit j'ai pas le choix, et il y a un an pile poil, là je commençais un traitement. J'ai touché le fond en avril, je dormais plus, j'arrivais plus à dormir, je me suis épuisée. Donc là j'ai demandé de l'aide médicale et j'ai commencé à arrêter tout ça en septembre-octobre. Et à basculer sur des plantes, autre chose, mais il y a eu quand même un moment donné où tu vois. Ouais, mais forcément, de toute façon, c'est tellement... surtout que ça faisait depuis lâché, 20 ans que vous étiez ensemble, donc tu avais vraiment
pas connu grand-chose d'autre. Donc, non. Et puis c'est plus, je pense que c'est vraiment le choc émotionnel plus que le choc affectif, pour te dire. Ouais. Mais il y a eu un moment un peu, un peu des deux, mais en tout cas, il y a un moment un peu down. Et le retour au boulot, du coup, finalement, ça c'est pareil. Je me dis que c'est aussi en tout cas, moi, je le vois comme un cadeau de la vie, quelque part. C'est-à-dire que, ce que je te disais, j'avais écrit tout mon manifeste, là, au Brésil. Et donc, je suis rentrée avec des idées claires de me dire Et j'avais écrit déjà à l'époque, ma mission, ce sera d'aider les femmes à libérer leur parole et à libérer leur potentiel. Je l'ai écrit comme ça en 2021. Et je m'étais dit, tiens, ça peut être quoi les premiers petits pas Premier petit pas étant d'organiser des cercles de femmes, parce que ça, c'est facile. Donc, je m'étais formée à ça, puis j'ai commencé à faire ça. Et puis, j'avais écrit aussi à l'époque en Brésil une idée de me dire, je voulais créer un parcours d'accompagnement de plusieurs femmes, on ferait ci, on ferait ça. À la base, les outils sur lesquels je voulais utiliser, c'était ce que je connaissais, c'est-à-dire, moi, je suis formée un peu au yoga, à la méditation, utiliser un peu les vision boards. Enfin, j'avais commencé à écrire toute cette idée-là et ça me paraissait assez dingue, mais je m'étais dit, ça, c'est mon grand rêve. L'année où nous, on était en thérapie de couple, j'étais pas encore ça allait. Un jour, je suis partie 3 jours solo à la mer, justement, on avait un appartement au bord de la mer, pour réfléchir à tout ça et écrire ce programme-là auquel je pensais et le rendre plus concret. Et donc, j'avais créé tout un truc, et puis je l'ai envoyé à l'époque à 2 personnes avec qui j'avais fait un parcours d'accompagnement, justement, à Brix. J'avais fait un parcours, une formation avec eux 6 ans avant, à peu près, qui m'avait bien aidée, qui m'avait permis de changer aussi mon mindset. Et je leur avais envoyé pour info en disant, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui faites un peu, qui êtes plus pro que moi, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça pourrait parler à des gens, etc. Et ils m'ont recontacté 1 mois après pour me dire, tiens, nous on aimerait bien lancer un parcours de formation dédié aux femmes, est-ce que tu veux en être ? Et ça, du coup, je me suis dit, ouais, carrément. Enfin, finalement, mon projet à moi, qui était un peu plus gentillé, avec mes outils qui étaient moins professionnels, on va dire, eux, d'un coup, me proposent de faire un truc avec... en tout cas, c'est une autre dimension. Donc là, je me suis dit, waouh. Ça me faisait trop flipper. En même temps, je me dis, si eux, ils y vont, ils me donnent ma chance et tout, tu peux pas dire non, tu vois. C'est ton programme en mieux, déjà, dès le départ. En septembre, j'écris à fond mon programme et on commence à le vendre pour avoir des premières femmes en novembre. Et puis septembre, c'est là où Thomas m'annonce le divorce. Et je pense que ça m'a tenue, c'est-à-dire que moi, je devais écrire tout un programme, assimiler tout un tas de connaissances que j'avais pas forcément. Donc c'était un peu universitaire, quoi. J'ai lu je sais pas combien de trucs. Il y avait tout à écrire, c'était du taf, tout en gérant mon écroulage psychique, je sais pas comment dire. Mais en même temps, ça m'a tenue, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu une espèce de période où même s'il m'avait annoncé ça, moi, j'avais une livraison à faire au 6 novembre. Et je pense que ça m'a tenue en vie, quoi. Il fallait que je fasse ce projet. Thomas avait même été cool parce que je lui demandais parfois de garder les enfants des heures entières pour que moi, je puisse m'enfermer. Et j'écrivais, je pleurais, j'écrivais, je pleurais. Bon, c'était complètement un truc à part. Mais j'ai réussi à produire. Et c'est comme ça qu'on a lancé le parcours Brixel en novembre, j'ai plus les années, mais en novembre d'il y a 1 an et demi. Pas mal nourri sur le côté psychologie positive, psychologie de la performance, qui sont les sujets qu'ils abordent, et aussi pas mal la santé au sens large. Et ça, je l'ai fait finalement pendant, jusqu'à là, il y a peu, quoi, jusqu'au mois de mars. Et puis après, j'ai voulu arrêter, en fait, parce que j'étais plus forcément alignée avec plutôt leur façon de faire à eux. Et moi qui dis toute la journée aux gens, il faut être aligné avec soi-même. En fait, quand toi, tu l'es pas, moi, j'ai une valeur authenticité qui est extrêmement forte, ce qui d'ailleurs me porte parfois préjudice parce que j'ai du mal à mentir, je suis obligée de dire toujours les choses. Et donc là, je pouvais plus me mentir à moi-même. Toi, je commençais à reperdre le sommeil. Enfin, à chaque fois, moi, mon corps parle, tu vois. Je commençais à refaire des insomnies, etc. À plus vouloir aller sur place. Bon, je me suis dit, c'est plus possible, ça. Donc, j'ai arrêté. Et puis, et c'est là que finalement, j'avais déjà commencé, parce que je suis toujours un peu dans les... je parallélise toujours mes actions. Donc, j'avais déjà, moi, commencé à réfléchir. C'est un temps d'avance surtout, en fait. Chose, ouais. Je réfléchis toujours, j'ai toujours plein d'idées, donc je les note dans des cahiers, des machins, puis d'un coup, ça ressort. Oui. Et donc, c'est là que j'ai réfléchi à mon programme qui s'appelait Envie, que j'ai lancé après. Et donc, ce programme Envie, qui aide les femmes dans la réalisation de leurs aspirations personnelles et professionnelles face aux défis quotidiens, aux aléas quotidiens. On va en parler justement de ce programme. Et avant qu'on en parle et que tu nous expliques la manière dont tu travailles, dont tu vas travailler pour tes clientes, quels sont finalement les principaux défis que tu observes chez les femmes ? En tout cas, celles qui viennent à moi. Parce qu'après, je pense que tu attires aussi des gens qui te ressemblent, souvent, c'est ce qu'on dit. Donc, j'ai eu pas mal de femmes qui ont eu des séparations ou alors des sujets de couple compliqués.
Donc les sujets, alors en général, on arrive à moi, parfois c'est plutôt le côté pro, enfin les gens pensent que c'est pro, puis finalement, on creuse un peu, il y a aussi d'autres choses, mais il y a des problématiques de burn-out. On n'est pas forcément au bout du rouleau, mais celles qui d'un coup trouvent plus trop de sens à leur activité pro ou à leur vie en général, il y a quelque chose un peu routinier ou monotone, et on a envie de remettre un peu de peps. Donc c'est plutôt ça, des questionnements sur quand on est, moi j'ai 42, donc quand on est à peu près à mon âge, tu vois, de se dire, bon, on n'a pas fait la moitié, mais on arrive quand même à des étapes de vie où, bon, à un moment donné, s'il y a des choses qu'on n'a pas fait, on pourra peut-être pas les refaire. Donc c'est ces questionnements-là. La notion aussi d'équilibre de vie et toute cette charge mentale et de se sentir pressurisé et en même temps pas dans l'épanouissement. Ça arrive pas mal. Et comment tu travailles du coup ? Est-ce que tu peux nous expliquer, pour celles qui nous écoutent, qui auraient envie de se projeter, le déroulement des séances et les différents outils que tu utilises quand on vient découvrir justement ta méthode Envie ? J'ai voulu mettre envie dans le sens définissez une vie qui vous donne envie. C'est cette idée-là de redevenir vraiment entrepreneur de sa propre vie et de repasser à l'action en fait et de pouvoir même si, parce que c'est comme ça que moi j'ai fait, mais de se dire que même si c'est pas évident, même si en fait la vie est faite d'un enchaînement d'actions et de choses qui se passent avec des aléas, mais on n'est pas obligé de subir. Qu'à un moment donné, on peut redevenir acteur et actrice de sa propre vie. Plus tu auras été acteur ou actrice de ta vie, au plus tu pourras te dire que, moi j'ai l'impression que je me sentirais mieux en me disant au moins j'aurais essayé, quoi. Ce sera peut-être pas génial, mais au moins j'aurais essayé. Les outils que j'utilise, dans le parcours, il y a une première étape qui va consister plutôt à se connaître soi, parce que ça, pour moi, tout part de là en fait. Si tu sais pas où tu veux aller, si tu sais pas qui tu es, je vois pas trop comment on va retrouver du sens ou de l'équilibre ou du bien-être. Donc il y a une première étape qui est vachement cette idée de faire émerger les talents, les valeurs, les drivers, se connaître en gros. Et puis moi je leur fais toujours aussi écrire la vision personnelle, de se projeter, d'écrire leur vision à 5 ans, parce que ça fait péter aussi les freins. Si on se projette à 1 an, on n'arrive pas à se projeter loin en fait, parce qu'il y a quand on se projette à court terme, il y a tout plein de peurs qui viennent nous dire que du coup je serais pas capable dans 1 an d'avoir déménagé, de parler anglais couramment, ou je sais pas quoi. Si je te projette plus loin, d'un coup ça peut faire lever des freins. Et puis une fois qu'on a un peu ça, il y a l'idée de se dire aussi d'aller analyser tout ce qui nous freine. Et donc là, t'as tes freins mentaux plutôt, tout ce qui est autour des croyances limitantes, je suis pas capable, je pourrais pas, etc. Et tu as aussi les freins, je dirais presque plus physiques, avec le stress, les émotions, les choses qui font que parfois tu t'es bloqué ou tu te sens dépassé par trop de stress, trop d'émotions. Comment on fait pour canaliser ça ? On ne peut pas les empêcher, mais comment on se connaît mieux ? C'est toujours pareil, c'est comment tu te connais pour arriver à gérer des situations où tu vas être dans l'anxiété, dans l'émotion forte, etc. Et du coup, fort de tout ça, de se dire comment je peux me créer une espèce de... le mot espèce, c'est pas joli. Comment je peux me créer une routine de croissance pour avancer, en fait, avec des outils et des routines et des exercices qui me correspondent à moi et qui vont faire que ça va me donner envie d'avancer. Dans cette idée-là, c'est de se dire que si tu veux avancer vers tes objectifs et vers tes rêves, il faut faire en sorte que le chemin, il te donne envie, il soit motivant, il soit joyeux, il y ait du plaisir. On nous a élevés comme ça, en fait. On nous a dit qu'il fallait que ce soit dur et que ce soit des challenges, etc. Mais moi, ce que j'essaie de développer, c'est tout l'inverse. C'est de se dire, on va connaître tes talents. Quand tu es dans l'exercice de tes talents, en général, c'est facile et c'est joyeux. Et on va faire en sorte que le chemin, pour atteindre tes objectifs, il capitalise là-dessus, plutôt que sur la contrainte permanente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments difficiles et ça ne veut pas dire que tu ne devras pas gérer des émotions ou des choses, parce qu'on en a tous. Mais déjà, si on capitalise sur des choses positives, ça va t'aider. Et après, on va essayer d'apprendre à ce qui est plus difficile à gérer. On va essayer de se mettre en place des routines ou des outils pour que tu saches mieux gérer. Ok. Et c'est sur combien de séances, du coup ? Là, je l'ai fait on a 2 grosses séances plutôt où on partage un peu la théorie, parce que je viens de t'expliquer. Et on fait des exercices en live. Et ça, c'est des séances qui durent plutôt un petit 3 heures. Et après, c'est du suivi individuel type coaching, où là, on est plus dans ce qu'on a mis en place, oui, non, comment on peut réajuster. Et là, dans l'accompagnement de départ, j'en mets 4. J'ai 4 séances d'1h30. Ce qui fait que tu es parti à peu près entre 4 et 6 mois. Génial. Et est-ce que tu peux peut-être nous partager un outil que tu utilises, qui est cher à tes yeux, qui t'a peut-être aidé justement toi dans la réalisation de toi-même, un outil ou un exercice pratique pour aider les femmes qui nous écoutent justement à reprendre leur place et affirmer leur position ? Moi, mon outil préféré, c'est le Vision Board, parce que ça me parle. Et au-delà de ça, j'y crois beaucoup. Moi, je crois vraiment beaucoup au pouvoir de la visualisation. Ouais. Tu peux vraiment hacker ton cerveau, en fait. C'est vraiment le cerveau fait pas la différence entre la réalité et le virtuel. Donc, si tu lui envoies un film où tu surperformes, où tu as confiance en toi, où tu es audacieuse, etc., à un moment donné, il va le croire. Ce qu'il faut, c'est la répétition, en fait. C'est la répétition et la discipline qui font qu'à un moment donné, la croyance
limitante devient une croyance élevante, etc. Le vision board utilise cette technique-là de la visualisation. Pour celles qui savent pas ce que c'est un vision board, c'est du collage de mots et d'images. Ça peut être aussi fait sur un canevas ou sur un ordinateur, mais en tout cas, c'est associer des images et des mots sur une affiche. On se crée sa propre affiche. Et moi, je l'ai fait faire de manière assez intuitive. Donc, on fait des magazines et puis on prend ce qui nous parle. Et c'est hyper bluffant à chaque fois parce que ça ressort vraiment différent selon les femmes. Et après ça, tu l'as si possible dans ta chambre, dans ton placard ou dans tes toilettes. Parfois, je leur dis. En tout cas, l'idée, c'est de voir tous les jours. À force de voir des images où tu es en train de faire quelque chose. Moi, j'ai beaucoup d'images où je suis au bord de la mer, où je pars en aventure, où il y a le mot oser et il y a le mot sens en permanence, tous les matins dans mes yeux. Forcément, à un moment donné, ça me conditionne aussi. En fait, c'est du conditionnement. Et ça me donne envie d'avancer vers des choses. Et c'est un très bon outil aussi pour faire des choix. Moi, je l'utilise vraiment en mode est-ce que là, ce projet qu'on me propose ou cette invitation que je reçois, est-ce qu'elle vient nourrir mon vision board? Est-ce qu'elle vient nourrir ma vision de la vie ou pas? Sinon, je pense qu'il ne faut pas le faire en fait. Parce que ça va m'en éloigner, que la vie est courte et qu'on n'a peut-être pas trop de temps à passer à faire des choses qui ne viennent pas nourrir en fait nos désirs et nos rêves, quoi. Génial. Moi, je l'ai fait sur Canva. Et je l'ai mis pour celles qui nous écoutent en fond d'écran d'ordinateur. Comme ça, je suis sûre de le voir tous les jours. Et je suis hyper d'accord avec toi en fait. Là, je pars, dormir dans les arbres dans quelques jours avec ma famille. Je l'avais mis sur mon vision board. Beaucoup de nature, beaucoup de forêt. Enfin, c'est des petites choses, mais en fait, que ce soit pro ou perso, de le voir comme ça tous les jours, ça nous donne des directions. Et pour celles qui ne l'ont pas fait, il est jamais trop tard finalement pour le faire. Même si moi, je l'avais fait au début d'année et c'est ce que tu recommandes peut-être de le faire au début d'année. C'est jamais trop tard pour le faire. Ouais, on le fait souvent en janvier en effet, mais je trouve que c'est sympa aussi à faire en septembre. Marion, ça fait 1 an que tu as changé de vie. Qu'est-ce que tu dirais à la Marion d'il y a 1 an et surtout, quels ont été finalement les plus gros challenges de ce changement de vie, de ce retour au travail, de ce travail sur toi? Ça, c'est marrant, je ne l'ai pas encore ouvert, mais je me suis écrit un message l'été dernier et je sais que je vais ouvrir le message l'été prochain. Donc, je me souviens plus ce que j'avais écrit. Mais là, si je me reprojette déjà il y a 1 an où j'étais vraiment au fond du trou, et j'avais très très peur finalement de me dire, en fait ce qui fait très peur à ce moment-là, c'est de se dire combien de temps ça va durer et est-ce que je vais m'en sortir. Et je disais toujours à tout le monde, si vous me signez aujourd'hui que je m'en sors, ça va aller, mais quand tu sais pas si tu t'en sors, c'est très dur d'avancer. Donc je lui dirais, aie confiance dans le fait que tu vas t'en sortir, ce que tout le monde me disait, et parfois tu as envie de te dire, c'est facile à dire, mais c'est vrai, confiance dans le fait qu'à un moment donné, il y a du mieux qui arrive et qu'il faut accepter que ça prenne du temps. J'aime bien que ça aille vite. Je pense qu'il faut accepter que ça prenne du temps et que ça rechute et que ça remonte et que ça rechute et que c'est OK. Et après, je sais plus c'était quoi Et oui, c'était peut-être les plus gros challenges que tu as traversés en fait finalement cette année dans ce changement de vie. Je crois que les plus gros challenges que j'ai traversés, c'est de gérer mes propres angoisses en fait. Ouais, ça a été de me confronter à certaines de mes peurs, de me retrouver vraiment seule et indépendante. Ça a été un sacré challenge parce que mine de rien, Thomas gérait beaucoup de choses. Moi, j'étais plutôt un peu la géo du Club Med qui faisait des trucs sympas à la maison, mais et du coup, là, je me suis retrouvée à devoir être beaucoup plus responsable. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que je me suis prouvé à moi-même que c'était possible sur plein de trucs, notamment des trucs cons mais administratifs. Moi, j'étais pas du tout dans l'administratif. Donc, il a fallu que je me fasse effort là-dessus et que j'aille demander de l'aide et que je prenne du temps sur Internet à regarder des tutos sur plein de sujets. Là, il a fallu que je repeigne un mur la dernière fois, c'est pareil, ça m'a pris tout un temps de regarder des tutos, d'aller acheter de la peinture, de tourner mon jardin. Enfin, il y a plein de choses en fait que je faisais jamais. Donc j'ai dû apprendre à devenir une adulte responsable. Et c'est assez chouette parce que ça me sort vachement de ma zone de confort pour plein de sujets. Je suis assez contente là-dessus, mais le défi était vraiment là-dessus plutôt pour moi, de me prouver que je pouvais être autonome et indépendante. J'ai pas trop eu de sujet sur la partie maman parce que j'ai toujours eu confiance en moi là-dessus. Donc toi, ça n'a pas été ce qui m'a demandé beaucoup d'efforts. Ce qui m'a demandé de l'effort, c'est de moi prendre soin de ma santé parce qu'il fallait bien que je pouvais compter que sur moi-même. Et ça, je pense que c'est ce qui est assez dur au début. C'est de se dire que tu peux compter que sur toi, même si tu as des potes, même si machin. Quand tu n'es plus en couple, il y a cette espèce
Et ça, je trouve ça encore dur, encore aujourd'hui, mais cette idée de se dire, si demain il m'arrive un truc, si je déclenche une maladie, à qui je le dis, qui va s'occuper de moi éventuellement si j'ai besoin. Et bon, et à force, t'apprends à être bien avec toi, à te dire que de toute façon, il y aura d'autres personnes sur qui tu peux compter, etc. Mais c'est tous ces petits réflexes-là quand t'as été 20 ans avec quelqu'un qui sont pas évidents. Ça, je me souviens d'une première fois, je suis partie en week-end avec des cousines et j'avais personne à qui envoyer un message pour dire, tu vois, bien arrivé. Et là, d'un coup, c'est bizarre. Ouais. Oui, j'aurais pu envoyer à ma sœur, à mes parents, mais c'est pas pareil, tu vois. Et là, j'avais personne et ça m'a rendu à la fois très triste. Et du coup, après, quand ça m'est arrivé quelques mois après, je me suis dit, en fait, c'est pas grave, t'as pas besoin d'envoyer un message à quelqu'un, ou alors envoie-le à ta meilleure amie et c'est bien aussi, mais il y a plein de petits trucs comme ça au départ où ça fait c'est plein de petits défis comme ça, de te dire, ah ouais. C'est intéressant, on est finalement plein de ressources dont on soupçonne même pas, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y aurait des choses... Est-ce que si c'était à refaire, tu ferais peut-être des choses différemment, que ce soit point de vue perso ou pro ? Oui, je pense que ce que je referais... Après, je suis plutôt aussi de ces gens qui se disent ils n'ont pas de regrets, sûrement que si j'en suis là aujourd'hui, tout ça a été une succession de choses qui font que ça avait un sens, etc. Pour autant, j'avoue que moi, dans mon parcours à moi, est-ce que je veux du coup transmettre à mes enfants pour qu'ils refassent pas ou qu'ils fassent différemment, que ça leur prenne pas 20 ans, 40 ans, c'est l'idée de se dire à la fois cette croyance, pas de croyance, mais cette philosophie de se dire va chercher ce que t'aimes et fais ce que t'aimes et développe-toi là-dedans plutôt que de vouloir répondre aux désirs des autres, de la société, etc. C'est hyper important. Et je pense que moi, si j'avais dû faire autrement, ça aurait été d'être plus à l'écoute de signaux que j'ai eus peut-être, que j'ai pas écoutés, dans l'idée de se dire faut pas lâcher tes rêves, tu vois. Faut pas lâcher tes rêves, même à 20 ans, parce que cette idée de se dire j'aurai le temps, on le fera plus tard, etc., ça passe vite et t'as pas toujours le temps et voilà. Enfin là, par respect pour Thomas, je développerai pas plus le sujet parce qu'on a fait des choix de vie à deux, etc. Mais je pense que c'est vraiment ça. Moi, je me dis, c'est à refaire. J'aurais bien aimé qu'on m'éduque ou qu'on me transmette cette idée de écoute bien ta petite voix intérieure, quoi. Et sois vigilante et à tout âge en fait. Il faut pas trop vivre dans l'idée de se dire je le ferai quand j'aurai 30, quand j'aurai 40, etc. Non. Et écoute les signaux et si t'as envie de le faire, fais-le. Et on sacrifie pas tout, parfois par amour. En tout cas, il faut se poser la question. Moi, je pense que c'est hyper important de faire des choix en conscience. Et moi, j'ai pas fait beaucoup de choix en conscience quand j'étais plus jeune. Merci pour ces mots. J'ai une dernière question, qui est ma question rituelle du podcast. C'est quoi, Marion, pour toi, devenir acteur de sa vie ? C'est ma quête. C'est ma quête. Devenir acteur de sa vie, je crois que c'est vraiment... Pour moi, c'est un peu ce qu'on se redisait, c'est-à-dire c'est savoir qui on est, où on veut aller et faire de son mieux pour avancer vers ça. Avec cette idée de ce que je te disais, d'agir en conscience. Même quand c'est dur, même si c'est pas idéal. Mais je trouve que d'agir en conscience, pour moi, du coup, tu es acteur de ta vie. Tu sais pourquoi tu prends les décisions. Et après, tu les assumes. Et je crois que ce qui est vraiment le mot le plus important pour moi, c'est cette idée c'est l'anti-résignation. Moi, je ne supporte pas la résignation, le fait de subir, en fait. Et je pense qu'être acteur de sa vie, c'est ça, c'est l'inverse de ça, en fait. C'est d'agir, de faire des choses, de se respecter. Et ça marchera peut-être pas. Et je pense que ça garantit pas le bonheur. Ça garantit pas d'être bien. Mais au moins, il y a cette idée de se dire, tu auras essayé et tu auras pris les choses en main et il y aura moins de regrets à la fin. Merci beaucoup, Avec Marion. plaisir, merci Laura. On peut te retrouver où pour justement souscrire à ta méthode, aller vers tes accompagnements, suivre ton actu? On peut me retrouver sur Insta, Marion Brousse, et sur LinkedIn aussi, pareil. Ok, génial, merci. Merci à toi, c'était chouette. Merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Oku, O-K-O-O, c'est l'application jeunesse de France Télévisions avec des émissions, des séries, des dessins animés et des podcasts. Oku, c'est sécurisé, c'est gratuit et c'est sans pub. Alors cet été, l'application de vos enfants entre 3 et 12 ans, c'est Oku à emporter partout.